suite du grand journal de Radio G, écoutez sur vos autoradios numériques, notamment Radio Line, l'avenir des relations israélo-américaines au menu du grand entretien cet après-midi. Bonjour Emmanuel Navon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Donald Trump vit donc les dernières heures de son mandat. Que retiendrez-vous, Emmanuel Navon, de ces 4 années trumpiennes, notamment au Moyen-Orient ? Je pense qu'il y a un contraste évident entre les acquis de Trump au Proche-Orient et les décisions importantes auxquelles Israël doit lui être reconnaissant, en particulier le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan et évidemment les accords de paix, de normalisation entre les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc et le Soudan. Et à côté de cela, il y a eu le comportement déplorable de Trump en tant que président des États-Unis qui a souillé la présidence américaine, la fin de sa présidence en particulier avec cette incitation à l'insurrection et ces images tragiques que nous avons vues au Capitole. Est-ce que vous vous inquiétez justement, précisément sur ce point, avant de revenir sur le panorama général, précisément sur ces images au Capitole il y a 2 semaines, est-ce que vous vous inquiétez, comme certains dans la presse, dans les médias israéliens, sur d'éventuelles retombées de ces images sur la société israélienne, dans un contexte politique assez tendu pour le moins ? Je ne sais pas si... je ne pense pas que ce genre d'images peuvent se répéter en Israël, mais en tout cas, il est clair qu'en Israël aussi, il y a une dérive populiste qui est manipulée et encouragée par Netanyahou, il faut le dire. Il y a également un discours de plus en plus délirant sur les réseaux sociaux, d'invention de faits alternatifs, de culte de la personnalité. Ces phénomènes existent également en Israël. Et Netanyahou lui-même a prononcé les termes de vol d'élection, de deep state. Donc ces phénomènes existent également. D'état profond. Je ne pense Pardon ? Oui, d'état profond. Profond. Et de théorie du complot et de culte de la personnalité. Ces phénomènes existent en Israël. Ils sont également malheureusement exploités de façon cynique par Netanyahou. Donc j'espère effectivement que nous n'aurons pas ce genre de phénomène après les élections du 23 mars. Donald Trump a-t-il été, selon vous, le président américain le plus pro-israélien depuis la création de l'État hébreu en 1948 ? Je ne sais pas ce que ça signifie le plus pro-israélien. Je pense qu'au bout du compte, tout président américain mène sa politique pour défendre les intérêts des États-Unis et pas les intérêts d'un autre pays. Dans quelle mesure, je reformule si vous voulez, dans quelle formule y a-t-il eu correspondance entre les intérêts américains tels qu'ils les différents présidents successifs les ont formulés et les intérêts israéliens formulés de leur côté par les premiers ministres successifs de l'État d'Israël ? Je pense qu'il y a eu de nombreux présidents dans l'histoire des États-Unis dont on se souviendra pour les décisions très importantes qu'ils ont prises pour le Proche-Orient, à commencer évidemment par Harry Truman, qui avait soutenu le plan de partage de l'ONU et immédiatement reconnu Israël. On se souvient également de la politique de Ronald Reagan et également sous le président Bush fils. Mais en ce qui concerne Donald Trump, sans aucun doute, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ces décisions sont historiques sur le transfert de l'ambassade, sur la normalisation avec les pays du Golfe. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ces mesures ont été prises également pour son intérêt personnel, son électorat évangéliste. Le fait que les fortes donations qu'il avait reçues de Sheldon Adelson, c'était à condition qu'il prenne ces décisions, qui sont des décisions bienvenues évidemment. Mais encore une fois, les présidents américains, quels qu'ils soient, mènent une politique en fonction des intérêts des États-Unis, et souvent cela correspond, pas toujours, mais parfois cela correspond effectivement avec les intérêts d'Israël. Emmanuel Navon, les relations interpersonnelles entre dirigeants sont toujours un élément à prendre en compte dans l'analyse des rapports bilatéraux. En quoi l'ère Trump a marqué de ce point de vue-là une rupture en comparaison avec le double mandat de Barack Obama qui avait été marqué par un certain nombre de tempêtes entre lui et Benjamin Netanyahou ? C'est clair qu'à l'époque d'Obama, il y avait une relation compliquée entre Netanyahou et le président américain. Les relations personnelles influencent sans aucun doute, mais il y a de grosses différences de personnalité également entre Trump et Netanyahou.
Trump est véritablement un populiste. Netanyahu, lui, est un intellectuel qui utilise la vague populiste par cynisme et par calcul politique. Avec Barack Obama, il y avait effectivement de nombreux clashs de personnalités entre Netanyahu et Obama, mais il y a eu également la politique d'Obama d'augmentation du soutien de la coopération militaire avec Israël et du soutien financier pour le programme militaire israélien. Donc cela, il ne faut pas l'oublier non plus. Et puis il y a eu évidemment de gros échecs à cette époque, à l'époque d'Obama, dans la mesure où Netanyahu n'a pas réussi à empêcher ou à changer la teneur de l'accord sur le nucléaire négocié par l'administration Obama, et surtout n'a pas convaincu l'administration Obama de bloquer, de poser son veto au Conseil de sécurité en décembre 2016 sur la résolution 2334, qui est extrêmement problématique pour Israël. Vous évoquiez l'Iran à l'instant, Emmanuel Navon. L'équipe diplomatique nommée par Joe Biden retient l'attention pour au moins deux particularités. D'abord, la présence d'anciens membres justement de cette administration Obama. Ensuite, et c'en est peut-être la conséquence, ils ont souvent joué un rôle dans l'accord, dans la négociation de l'accord international sur le nucléaire iranien signé, je le rappelle, en 2015. Je pense à Wendy Sherman comme nommé secrétaire d'État adjoint, et à William Burns, nouveau patron de la CIA. Quelle lecture faites-vous de ces choix? De manière générale, Biden a nommé des modérés dans son administration. C'est la première chose. À commencer par le secrétaire d'État, à commencer également par le Conseil à la sécurité nationale. Les figures marquantes de son administration en politique étrangère et sécuritaire sont des gens expérimentés et modérés pour la plupart. Ensuite, sur la question du nucléaire, je connais personnellement une partie des conseillers diplomatiques de Biden. J'ai discuté avec l'un d'entre eux hier. Ils sont tout à fait conscients du fait qu'on ne revient pas en arrière et qu'il faudra évidemment modifier l'accord entre les États-Unis, enfin c'est pas que les États-Unis, entre les membres du Conseil de sécurité et l'Iran. Ils comprennent très bien qu'il ne s'agit pas de revenir en 2015 et que si nouvel accord il y a, ce qui n'est pas garanti d'ailleurs, il devrait être beaucoup plus ferme vis-à-vis des Iraniens. Cela, Biden le comprend. C'est-à-dire qu'il faudra y intégrer notamment les questions balistiques et d'influence régionale de l'Iran via un certain nombre de proxys dans la région, notamment le Hezbollah. Entre autres, mais surtout, d'abord la question du sunset clause, c'est-à-dire de la clause de fin de l'accord, qui, je vous rappelle, devait se terminer en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2025, pardon. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Donc ça, d'abord, c'est une extension très longue. Le premier objectif, c'est que l'accord, si jamais, encore une fois, il est renégocié, ce qui n'est pas sûr. Il n'est pas sûr que les États-Unis parviennent à renégocier un accord avec l'Iran. Mais encore une fois, le but principal, c'est d'étendre la durée de l'accord de nombreuses années. Et ensuite, également, que le système de vérification soit beaucoup plus ferme, que l'Iran ne puisse pas violer cet accord, comme il l'a fait d'ailleurs, et que dans l'accord d'origine du JCPOA de 2015, oui, le mécanisme de vérification était trop faible. Donc ça, ce sont les deux principaux objectifs de l'administration Biden. Comment est accueillie justement en Iran cette passation de pouvoir américaine? J'ai parlé tout à l'heure de la réaction tout à l'heure d'Hassan Rouhani, le président iranien, qui se félicitait de la fin d'un autre tyran américain. Comment est-ce que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden est vue, disons, plutôt positivement, ou en tout cas est un motif de satisfaction relatif à Téhéran? Je ne pense pas, parce que bien que le fait que Trump se soit retiré de l'accord sur le nucléaire et qu'il ait réimposé des sanctions sur l'Iran, des sanctions économiques très dures, et bien malgré cela, l'Iran a continué de violer l'accord, d'enrichir de l'uranium, de vendre également du pétrole et du gaz naturel par le biais de la Chine et de la Russie, et que l'administration Trump ne semblait pas avoir de plan B vis-à-vis de l'Iran et ne semblait pas être sérieux sur l'option militaire. En revanche, l'administration Biden ne va pas faire de cadeaux aux Iraniens. C'est sûr que Biden parle d'essayer de renégocier l'accord sur le nucléaire, mais l'administration Biden s'oppose de façon très claire à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Donc je pense que les Iraniens eux-mêmes, le régime iranien en tout cas, comprend tout à fait que le changement de garde aux États-Unis ne signifie pas qu'ils vont aujourd'hui avoir
un chèque en blanc pour leur programme nucléaire. Donc les objectifs américains dans ce dossier sont à peu près identiques. C'est simplement peut-être les modalités de mise en action de cette politique qui vont changer. Tout à fait. L'administration Biden, enfin Biden lui-même, a dit très clairement que l'opposition américaine totale à la nucléarisation de l'Iran faisait partie de ses lignes de politique étrangère et sécuritaire. Simplement, elle souhaite vérifier, en tout cas, s'il est possible de négocier un nouvel accord. Une dernière question, Emmanuel Navon. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois, et en tout cas dans les 4 années à venir, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour au premier plan du dossier israélo-palestinien engagé par la superpuissance américaine ? Vous savez, là aussi, l'administration Biden et les principaux acteurs de l'administration Biden sur la politique étrangère comprennent pour la plupart que le Proche-Orient a changé. De la même manière qu'on ne peut pas revenir à l'année 2015 lorsqu'il s'agit du dossier iranien, la plupart d'entre eux comprennent également qu'on ne peut pas revenir à l'année 2015 lorsque l'on parle du dossier israélo-palestinien. Le deuxième gouvernement Obama avait échoué dans sa tentative d'arriver à un accord entre Israël et l'autorité palestinienne. Depuis, il y a eu cette normalisation entre les pays sunnites, la plupart des pays sunnites et Israël. Les pays arabes eux-mêmes n'ont pas voulu attendre un accord entre Israël et l'autorité palestinienne pour normaliser avec Israël. Il y a entre-temps effectivement la menace iranienne qui est plus présente que jamais. Il y a également une grande incertitude politique au sein de l'autorité palestinienne puisque Mahmoud Abbas a annoncé des élections à la tête de l'autorité palestinienne pour juin 2021. Et donc il faudra voir également quel type de leadership émergera de ces élections. En tout cas, à ce stade, ça n'est pas la priorité de l'administration Biden. La priorité en politique étrangère, c'est évidemment, comme je l'ai dit, le dossier iranien, mais également, ne l'oublions pas, le dossier chinois. Et donc, le conflit israélo-palestinien sur lequel la deuxième administration Obama avait déjà échoué ne va pas être une priorité de l'administration Biden. Merci beaucoup Emmanuel Navon d'avoir été mon invité cet après-midi. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Votre interview est à retrouver sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bel après-midi à vous.